En salle des conférences, Cédric Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président LR de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. On a vu de très nombreuses questions sur le thème du Venezuela hier aux questions au gouvernement, pas moins de 5 questions. Que dire de la réaction du président français après l'événement au Venezuela? La gauche sénatoriale qui a reproché au président de la République de ne pas avoir appelé dans un premier temps au respect du droit international, préférant se réjouir pour le peuple vénézuélien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, d'abord, je pense que personne ne peut nier le fait que Maduro est un horrible dictateur qui a fait souffrir son peuple et qui a mis, après Chavez, son pays plus bas que terre. Aujourd'hui, un salaire mensuel, c'est 20 euros au Venezuela, avec des conditions de vie qui sont dramatiques, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est une évidence. Après, il y a évidemment le respect du droit international qui est une autre chose et qui, évidemment, a été bafoué dans cette affaire-là. Le président Je dois, aurait-il je dois dû pointer ce sujet-là dès Je le je début? je je moi, je ne suis pas macroniste, ça vous aura pas échappé. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que c'était le premier et le seul, malheureusement le seul, à avoir dit que, le gouvernement en exil, en tout cas le président en exil qui avait été élu démocratiquement, est un recours, Légitime. est légitime à la succession à Maduro. Malheureusement, il n'a pas été suivi par beaucoup de gens Commission et européenne, je oui. pense qu'aujourd'hui les États-Unis ne sont pas dans cette optique-là puisqu'ils ont même dit que Machado, la prix Nobel de la paix, n'était pas non plus, en tout cas, en capacité de le faire. Donc Avec bref, une concurrence sur le prix Nobel de la paix avec, effectivement Donald Trump. donc Mais moi, qu'est-ce que vous dites de ce qui s'est passé le 3 janvier? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle étape importante dans la brutalisation des relations J'ai internationales? dit hier, dans la question que j'ai posée au gouvernement, que le Venezuela posait la question du Groenland et que le Groenland pose la question de notre architecture de défense, c'est-à-dire notre Exactement, on va y revenir. capacité à nous Mmh. défendre. Parce qu'en fait, vous l'avez dit dans votre question, tout ce qui doit être aujourd'hui mis en avant, c'est que la force l'emporte sur le droit dans tous les domaines et que ce sont ceux qui sont les plus forts et les plus gros qui l'emportent sur ceux qui sont plus faibles et moins armés. Et donc c'est évidemment un véritable problème puisque l'architecture qui a été construite après la Deuxième Guerre mondiale, qui consistait à créer un système multilatéral dans lequel les organisations internationales étaient un peu les gendarmes du monde, avec évidemment les États-Unis en soutien très fort, mais quand même des organisations internationales qui étaient puissantes, l'ONU en l'occurrence, aujourd'hui sont des organisations qui sont complètement mises de côté par les États-Unis, qui le revendiquent d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'ils considèrent que ces organisations vont à l'encontre des intérêts des États-Unis et donc qu'elles doivent être, j'allais dire, mises à genoux pour faire en sorte qu'elles ne servent que les intérêts des États-Unis. Et donc c'est un véritable problème. Le souci, c'est quand la force l'emporte sur le droit, il faut peser et estimer ses propres forces. Et donc c'est là où on en veut en venir au niveau européen, c'est qu'il faut être capable de se réarmer industriellement, de se réarmer économiquement, de se réarmer militairement pour pouvoir peser, pour pouvoir exister à nouveau dans ce concert des nations qui devient une espèce j'allais dire, d'une répartition à trois entre les États-Unis, la partie occidentale, j'allais dire, de la Terre de Feu jusqu'à l'Arctique, la Russie avec le nord, j'allais dire quasiment du milieu de l'Atlantique jusqu'à la Chine, et puis la Chine qui s'occupe du Pacifique et de l'Indo-Pacifique. Donc c'est un véritable problème pour nous qui sommes là au milieu et qui ne pesons plus grand-chose aujourd'hui. Une question sur le Groenland. Hier, le président Trump qui a dit étudier activement l'idée d'un achat du Groenland, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, tout en refusant une nouvelle fois d'exclure l'option militaire pour obtenir l'île, qui, je le rappelle, est un territoire autonome danois. Cette option d'un achat est-elle envisageable ou est-ce qu'on est dans une forme de délire de l'administration américaine? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Donald Trump et son On administration, n'a plus aucune certitude on n'a sur plus rien. aucune certitude Ouais, il sur faut se rien méfier et dans les tous nos délires commentaires. que Ouais. certains considéraient comme étant complètement irréalisables Possible, il y a deviennent un an. possibles. Hmm. Et donc, il faut se méfier de tout. Évidemment, là, on a bien compris que le scénario, c'était celui de dire, bon, en gros, vous me le vendez ou je vous attaque. Je vous mets le couteau sous la gorge et donc vous me le vendez. Je ne sais pas du tout ce qui se passera. Le problème, c'est que Donald Trump, vous savez, c'était avec Matisse, certains disaient, dans l'entourage de Donald Trump, y a-t-il un adulte dans la salle? Le problème, semble-t-il, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'il y a autour de Donald Trump des gens qui ont tous des idées un peu différentes, même si la tendance est à peu près la même, et qu'en fait, c'est un peu le dernier qui parle qui a raison. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus négliger l'idée que Donald Trump n'est pas que irresponsable. Il suit aussi une logique qui vient d'être à nouveau définie par la revue stratégique de sécurité des États-Unis et qui définit très clairement les objectifs vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires. Et aujourd'hui, on voit bien
que contrairement à ce qui s'est fait depuis 1945, la Russie devient une sorte de partenaire des États-Unis et que les États-Unis aujourd'hui ne défendent leurs intérêts que là où ils ont intérêt à le faire. Alors ça Euh, nous mène à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence sur l'Ukraine? Emmanuel Macron qui prononce aujourd'hui un discours devant les ambassadeurs. Il réunit également les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, présidents des groupes politiques, également présidents des commissions des affaires étrangères. Donc vous, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État lors de cette réunion à l'Élysée? D'abord, qu'il nous explique quels sont les objectifs qu'il met en œuvre avec nos alliés. Vous Ce qui est- saluez ce qui était- qu'il ce reçoive qui est- autant de monde comme Je ça pense que pour expliciter ce qui se joue? tout ce qui consiste à expliquer et à dialoguer est une bonne chose. Donc je vais pas critiquer. Ce que je veux, c'est savoir un petit peu là où on veut aller, là où il veut aller. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un certain nombre de partenaires européens qui sont prêts à accompagner la France sur ces sujets. Ça, c'est important. Avec plusieurs Euh, milliers d'hommes pour la force multinationale promise le jour d'après la paix. Ce qu'il faut, c'est A être dit capable Emmanuel de Macron. comprendre la stratégie qui sera mise en place, essayer de comprendre si l'ensemble des scénarios possibles sont envisagés et auquel cas, si ces scénarios devaient être mis en œuvre, quelle serait la réaction des différents alliés qui seraient présents. Donc parfois, il vaut mieux être peut-être moins nombreux en termes de coalition, mais être tous sur la même longueur d'onde, que d'être nombreux et d'avoir des gens qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec les réactions qu'on pourrait avoir, le cas échéant, si des problèmes devaient survenir. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, de mon point de vue, il ne faut pas qu'il y ait une force qui soit là, comme la finule, qui s'interposerait entre les deux protagonistes, que seraient la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est évidemment pour moi, en tout cas, hors de question. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une force qui soit capable d'être présente sur place pour prévenir, en tout cas, le redémarrage d'un éventuel conflit. Donc, il va falloir évidemment que le président de la République explique un petit peu quels sont les objectifs, quelles sont les idées qu'il met en avant Et merci. pour que nous comprenions davantage les choses. Et on verra un débat au titre de l'article 50-1 dans les prochaines semaines, peut-être dans 10 jours. Alors, le Premier ministre a annoncé que le 50-1 porterait sur le Venezuela. J'ai dit hier, oui, en question d'actualité au gouvernement, que pour moi, ça n'avait pas de sens. voilà. Que le vrai sujet, c'était notre relation aux États-Unis et la volonté qu'on avait ou pas de défendre nos intérêts également au niveau européen. Je crois que c'est ça l'important. Et on suivra ce débat au Parlement et notamment au Sénat. Merci Cédric Perrin Merci à pour vous. votre réaction à notre micro.